Nous sommes le samedi 22 janvier 2022. Bienvenue à toutes et à tous à ce 12h45 dont voici les titres. Le sens et la portée de la fête des religions endogènes préoccupent les acteurs des cultes traditionnels, les enseignants, chercheurs et les scientifiques. Ils ont organisé un colloque international sur le vaudou. À suivre les précisions. Et puis, composante essentielle de l'héritage culturel africain, les cicatrices ethniques ou raciales tendent aujourd'hui à disparaître de plus en plus. Pourquoi? Élément de réponse à découvrir dans un instant. Enfin, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a ralenti les économies africaines. Barthélémy Senou, économiste, nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies du continent africain. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. 10 janvier et après. Eh bien, c'est cette thématique qui a réuni, ou plutôt qui réunit chaque année, et cela depuis bientôt 3 ans, chercheurs et acteurs du monde culturel et cultuel du Bénin et d'ailleurs. Cette année encore, l'université d'Abomey-Calavi a ouvert ses portes justement aux scientifiques internationaux. Thème retenu, le vaudou dans un monde en mutation, de la prétention cartésienne à la rationalité montique. Rodrigue Babagbeto et Wenceslas Awaimon ont assisté à la conférence. Voici ce qu'ils nous ont rapporté. Le vaudou, les religions endogènes de façon générale n'ont jamais eu de droit de jour de commémoration, comme vous le savez. Jusqu'en 1993, il n'y en a pas eu. Et aucun autre pays dans le monde ne célèbre ces religions traditionnelles à une date précise, à part le Bénin. 10 janvier, les gens font quelques tam-tams, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le vaudou. 10 janvier et après. Pour donner une explication véritable du vaudou, une génération de penseurs-chercheurs explore ce champ de connaissances situé entre le visible et l'invisible, avec pour objectif d'unir l'enseignement supérieur à la pensée du vaudou. On a voilé pendant longtemps l'image du vaudou par la colonisation et nous avons le devoir de restituer la vérité. Ce n'est pas venir faire du fétichisme ou bien du non, mais nous allons exploiter tout ce que nous avons comme recette dans le couvent. Ici, têtes couronnées, acteurs du monde universitaire et étudiants sont réunis pour 3 jours dans le but de mener des réflexions sur la rationalité montique du vaudou. Pour nous, il faut sortir de l'impuissance intellectuelle d'abord. Et c'est ça le vaudou que nous avons pris comme, si vous voulez, le paradigme par excellence pour sécréter une vision. C'est ça le sens de la rationalité montique parce que, en fait, en termes de raisonnement, vous voyez, il y a eu une architecturation de l'environnement par les vaudous. Les traditions pour eux de trouver des solutions aux problèmes d'une société. À la fin, les conclusions sont unanimes. Le vaudou doit se mettre au pas des transformations. Comme l'a dit Héraclite d'Éphèse, rien n'est statique, tout est dynamique. Donc il faudra suivre cette dynamique-là en réadaptant chaque fois la réalité vaudou. Que la culture vaudou accompagne toujours cette mutation. Parce que sans ça, on ne peut pas être nous-mêmes. Notre identité culturelle est là. Après le colloque, il y aura les actes de colloque. Ça veut dire que nous allons consigner tout ceci dans un document exploitable. Et ça va relancer maintenant la recherche dans plusieurs domaines concernant le vaudou, chacun dans son secteur. Le vaudou part donc pour avoir de meilleurs jours au Bénin, avec pour socle l'enseignement supérieur. Et puis autrefois, symbole d'appartenance à une tribu, les cicatrices raciales ont représenté à travers l'histoire un tissu capital de la culture noire africaine. Aujourd'hui, elle disparaît peu à peu des visages. Les jeunes semblent ne plus en porter et chez certaines personnes âgées, eh bien, ces cicatrices se confondent aux rides des paupières. Pourtant, les cicatrices raciales étaient une carte d'identité. Lucrèce Amoussoui et Alexandra Djoton se sont intéressés au sujet. Justin Nata est cadre de l'administration béninoise.
Natif de l'aire culturelle Otamari dans le nord Bénin, il arbore fièrement ses cicatrices en forme de scarification et qui balaie tout son visage. Chez les Beta-Maribé, les cicatrices s'appliquaient sur le visage entre 2 ans et 3 ans. Ces traits dessinés sur le visage de l'individu et propres à chaque communauté renseignent à première vue sur ses origines. Les cicatrices raciales, encore appelées scarifications ethniques, sont des marques permettant d'identifier les membres d'un clan, la croyance en une divinité. Elles sont aussi quelquefois symboles du franchissement d'une étape de la vie sociale. C'est des incisions qu'on peut faire sur le visage, sur le corps. Et là, ça se pratique à l'aide des pierres, les tessons de bouteilles. On peut utiliser aussi un couteau pour le faire. On ne le fait pas simplement. C'est par rapport à la culture, par rapport à la religion. Donc c'est un signe identitaire. Et selon l'horizontalité ou la verticalité de ces cicatrices, cela permet de dire il est de tel clan ou de tel autre clan. Et vous voyez, certaines collectivités ou certains groupes socioculturels s'arrangent avec les divinités pour ne pas faire ces cicatrices-là. D'autres ne le font plus du tout parce qu'ils veulent être collés à la modernité. Voilà qui pose le problème actuel de la disparition progressive de la pratique des cicatrices ethniques qui, quoique présentant des avantages, exposent également à certains risques. Les avantages, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui pose cette cicatrice alors que quelqu'un qui portait cette cicatrice vous a fait du bien, en signe de reconnaissance, vous allez bien accueillir cette personne-là. Mais si malheureusement, c'est que quelqu'un qui porte une cicatrice pareille, vous avez fait le mal et que vous rencontrez quelqu'un qui en porte, vous voyez, l'esprit de vengeance, vous voyez, moi par exemple, quand je passe, on m'identifie aussitôt. On dit, ben, vous êtes de la Takora. Ensuite, quand vous allez à la pratique, il se pourrait que des maladies soient transmises pendant qu'on est en train de scarifier les enfants qui vont porter ces cicatrices-là ou les personnes. Parce qu'en général, c'est un seul couteau qu'on utilise. Au vu des multiples inconvénients des cicatrices raciales précédemment relevées, il n'est plus forcément nécessaire de conserver la pratique, estime Justin Nata. Les cicatrices raciales constituent un patrimoine essentiel de plusieurs tribus africaines tant elles sont pleines de signification. Ainsi, ne devrait-on pas simplement allier la modernité à la tradition pour préserver cet héritage ancestral? La question demeure. Et alors que les prévisions tablaient sur une croissance soutenue, eh bien, c'est une récession qu'enregistre l'Afrique depuis bientôt 2 ans. À la base, la crise sanitaire liée à la Covid-19 dont l'Afrique a ressenti de plein fouet les impacts économiques. Batlemi Senou, économiste, nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies du continent. Suivons plutôt. La relance de l'économie, elle n'est pas seulement un objectif africain, c'est un objectif mondial. Et comparaison n'est pas raison. Tous les pays occidentaux sont aujourd'hui en train de relancer leur économie. Et sur quoi ces pays s'appuient-ils pour relancer leur économie? Nous sommes encore dans la crise. Le souhait est que nous en sortions définitivement. Alors, généralement, les instruments de relance des économies, c'est notamment l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Mais malheureusement, aussi bien l'instrument monétaire que l'instrument budgétaire, leur utilisation, ça pose des problèmes dans les pays africains. Nous n'avons pas un instrument monétaire parce que nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas une monnaie sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour pouvoir relancer notre économie. Du point de vue de l'instrument budgétaire, là aussi un problème se pose parce que nous avons quand même une limite en termes de taux d'endettement qui est de 70%, je crois. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, tous les pays qui s'en sortent en matière de réduction donc, ou de lutte contre les conséquences de la crise, c'est sur la dette que ces pays s'appuient. Quand vous regardez les chiffres de la dette au plan international, vous allez voir que les pays développés sont en réalité beaucoup plus endettés que nos pays. Et donc l'instrument de la dette, qui est l'instrument budgétaire, est l'instrument privilégié aujourd'hui pour pouvoir limiter les effets
de la pandémie et relancer nos économies. Mais malheureusement, l'utilisation de cet instrument budgétaire impose aussi un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Les conditions, c'est surtout la rationalisation donc des dépenses publiques, c'est la capacité du pays à asseoir une bonne gestion des finances publiques, la capacité du pays à lutter efficacement contre la corruption, la capacité du pays à mettre en place un certain nombre de cadres qui puissent permettre donc d'éviter les fuites que l'on observe généralement au niveau des budgets des États africains. À présent, Amandine Anyambossou nous propose un condensé des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref. Un nouveau test régit désormais le secteur de l'hygiène publique au Bénin. Les députés ont voté ce jeudi un nouveau code en remplacement de l'ancien jugé désuet et en déphasage avec les réalités et défis de l'heure. Le nouvel arsenal juridique est composé de 195 articles articulés en 5 titres. Il prend en compte et complète les dispositions de la loi de 1987 en matière d'hygiène et d'assainissement. Les 5 titres traitent notamment des dispositions générales, des règles d'hygiène publique, des questions de pollution et de nuisance, des dispositions pénales transitoires et finales. La loi précise surtout le rôle des collectivités décentralisées dans la promotion de l'hygiène. L'importance et la spécificité des problèmes qui se posent dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement, du cadre de vie des populations ainsi que l'utilité de poursuivre l'harmonisation par l'élaboration dans le secteur de la santé des règles de base pour la protection et la sécurité sanitaire des citoyens ne sont pas occultées par le test. Le Bénin dispose d'un nouvel outil contre la mauvaise gouvernance. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a autorisé la mise en place à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Sa mission est d'analyser les plaintes et dénonciations ainsi que les éléments de preuve fournis par les plaignants ou dénonciateurs, d'inciter les citoyens à surveiller la reddition de comptes par les personnes investies d'une parcelle de pouvoir et de mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption. Ainsi, la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires publiques se trouve renforcée à travers ce dispositif. Les occupants des boutiques qui ceinturent le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou sont priés de libérer les lieux, ceci en vue du démarrage du projet de construction du pôle commercial autour du dit stade. C'est une note du directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin qui relance le processus. Ainsi, débit de boissons, bars, restaurants, maquis, magasins de vente d'articles, agences de banque, tous doivent plier bagages. Le dernier délai de libération intégrale est fixé au 31 mars 2022. Après sa libération, le site sera remis à l'entreprise adjudicataire qui dispose de 24 mois pour construire le pôle commercial. C'est ainsi que se referme cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous très bien. Le programme se poursuit sur Bénin Business 24.